Bonjour et bienvenue sur Homo Ludens, le podcast qui libère le potentiel du jeu. Dans chaque épisode, un acteur du monde du jeu témoigne des bénéfices du jeu dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, j'accueille Philippe Lépinard. Philippe mène des recherches sur l'utilisation du jeu de rôle dans l'enseignement supérieur. Dans cet épisode, il nous présente les résultats des expérimentations sur l'utilisation du jeu de rôle pour l'enseignement de l'anglais et du management. Bonne écoute! Donc bonjour Philippe Lépinard, bienvenue sur Homo Ludens. Est-ce que je peux te laisser te présenter ? Bonjour Mathieu, oui avec plaisir. Donc je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion à l'université Paris-Est-Créteil, l'UPEC. J'enseigne le management des systèmes d'information, c'est ma discipline académique d'origine, mais aussi la gestion de projet et la ludopédagogie. Donc la ludopédagogie, c'est surtout mon thème de recherche. Je fais partie du groupe thématique de recherche MACA Management de l'Institut de recherche en gestion. Ce groupe est piloté par Isabelle Vendangeon de Beaumet et je suis responsable du projet de recherche EduTeam qui consiste à étudier l'intégration des jeux du commerce dans les enseignements. Donc ce projet comprend 4 axes, EduTeam JV pour les jeux vidéo, EduTeam WG pour Wargames sur table, EduTeam JDS pour les jeux de société et celui qui nous intéresse aujourd'hui, EduTeam JDR pour les jeux de rôle sur table. Et d'où te vient cet intérêt pour la ludopédagogie ? Alors, avant d'être enseignant-chercheur, j'ai eu un premier parcours professionnel comme pilote d'hélicoptère militaire. À ce titre, j'ai eu la chance de participer au développement de la simulation dans l'armée de terre et notamment d'étudier l'intégration des jeux vidéo du commerce comme Flight Simulator, mais aussi Arma, dès les années 2000, donc dans les formations militaires. Et puis, de 2012 à 2015, on a travaillé sur un projet beaucoup plus global qui s'appelle Spartacus et qui intègre VBS3. VBS3, c'est une adaptation professionnelle d'Arma. Alors, quand je suis arrivé à l'université en 2015, j'ai souhaité poursuivre ce travail de recherche en élargissant le spectre des jeux et notamment en intégrant les jeux physiques. Et il me semble que l'on distingue la ludopédagogie des serious games. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Mais alors, en fait, le serious game, c'est l'un des dispositifs ludopédagogiques. Donc, depuis un travail de recherche mené en 2017 avec Isabelle, Vendangeon de Beaumet, donc ce travail a été représenté au congrès de l'AGRH, qui est l'association francophone de gestion des ressources humaines. On distingue effectivement 9 pratiques ludopédagogiques. Donc, l'utilisation des serious games n'en est qu'une seule. Alors, je ne vais pas donner toutes les définitions, mais je vais lister les 9 pratiques. Donc, il y a la simulation gamifiée, il y a les pratiques pédagogiques gamifiées, il y a les serious games éducatifs, le serious gaming intégral, le serious gaming partiel, le learning by game design, la ressource prétexte, l'apprentissage ludique incident et le metagame. Alors, je vais juste dire quelques mots sur ce qui nous intéresse ici, qui est le serious gaming, puisque c'est la base du projet EduTeam dans son ensemble. Donc, le serious gaming consiste à utiliser des jeux du commerce, donc qui existent déjà, à des fins pédagogiques. On détourne donc les jeux de leurs usages ludiques initiaux. Contrairement au serious game, qui sont créés spécifiquement pour répondre à une problématique pédagogique. Donc en février et en mars, tu as mené plusieurs expérimentations sur le jeu de rôle. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le jeu de rôle ? Oui, alors très bonne question. Dans son aspect le plus global, et pour faire très simple, car les définitions sont nombreuses et il y a loin d'avoir un consensus, un JDR, pour moi, en tout cas dans la ludopédagogie, c'est une improvisation à partir d'un scénario succinct. Bon, il faut quand même différencier les 3 usages du jeu de rôle dans le monde professionnel. Le premier, il est thérapeutique. On l'appelle le psychodrame. Il s'agit d'une méthode thérapeutique imaginée par Moreno. C'était au début du XXe siècle, où les participants mettent en scène des situations problématiques. Ensuite, il y a le jeu de rôle, comme on a l'habitude en formation, formalisé donc, par le couple Shaftel dans les années 60. Vous savez, c'est quand on nous demande d'être un touriste en Angleterre pour parler anglais, ou on se met dans la peau d'un commercial pour vendre différents produits. Et puis enfin, il y a, comme on l'a vu précédemment, le serious gaming, donc qui s'appuie sur les jeux de rôle sur table, comme Donjons et Dragons. Donc comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas véritablement de consensus sur la définition du JDR sur table, mais on peut raisonnablement avancer que le JDR sur table, c'est une narration partagée entre les personnages joueurs et éventuellement un maître du jeu dans un univers la plupart du temps fantastique, fictif en tout cas.
Donc un scénario sert de fil rouge à la construction collégiale de cette histoire, et puis le maître mot, finalement, il y a l'interactivité entre les participants. Donc cet aspect interactivité, couplé à la capacité d'immersion dans un monde fantastique, qui me paraît le plus prometteur pour l'usage des JDR dans l'enseignement supérieur. Dans le cadre de notre typologie des pratiques ludopédagogiques, nous sommes bien dans du serious gaming, et c'est le troisième usage professionnel possible des JDR. Et du coup, quels étaient les objectifs des expérimentations que tu as menées sur le jeu de rôle? Alors là, tu nous as parlé de celle mise en œuvre en février-mars, mais on a commencé un petit peu plus tôt, puisque les premières expérimentations ont débuté en 2017 à l'IUT d'informatique Aix-Marseille. C'est José Vacchieri, enseignant d'anglais, qui a décidé d'inclure du JDR sur table suite à un colloque tenu à Lyon en 2016, où nous nous étions rencontrés. À partir de ces premières expériences de José, ainsi que des tests plus limités qu'on avait réalisés avec Diane Desposito et puis Gabriel Chandéry. Alors Gabriel, c'est l'ancien président de la Ligue Ludique, une association de JDR à Paris. Nous avons souhaité mettre en place une série d'expérimentations plus formelles, sur des niveaux aussi plus élevés, Bac plus 3 et Bac plus 4, et aussi en école de management, c'est-à-dire l'IAE Gustave Eiffel de l'UPEC. Donc on avait 3 objectifs: identifier les besoins en logistique, expérimenter des dispositifs pédagogiques, parce que le JDR, sur table, ce n'est que l'artefact finalement de la formation, et puis observer les comportements des étudiants, comment ils vont accepter ces jeux. Et du coup, quels sont les résultats des expérimentations que tu as menées, si tu en as déjà? Oui, on en a déjà. Alors, ils sont en cours d'analyse. On devrait pouvoir les présenter lors du colloque Game Evolution qui se déroulera donc à Créteil les 9 et 10 mai prochains. Néanmoins, c'est extrêmement positif. Les premiers retours sont extrêmement positifs. J'ai quelques pourcentages que je vais pouvoir te donner. Donc, l'accueil en tant que tel du jeu dans la formation a été plus que favorable, puisque 100% des 67 étudiants qui ont répondu au questionnaire, il y avait 79 participants, mais 67 ont répondu, donc 100% des répondants ont trouvé les séances de JDR innovantes. 95% les ont trouvées conviviales et plaisantes, et surtout 84% pensent que c'est un bon moyen d'apprendre soit l'anglais, soit les concepts managériaux du management d'équipe. Alors plus intéressant encore, dans le cadre de l'anglais, les productions écrites, puisqu'on leur demandait en fin de séance de raconter donc l'histoire qu'ils avaient vécue. Donc sans aucune mesure avec des rédactions classiques, elles sont jusqu'à 3 fois plus importantes. José nous parle de production écrite de 300% plus élevée que des rédactions classiques sur des thèmes moins originaux en tout cas. Bon, il est vrai que la quantité, c'est pas forcément la qualité, mais dans les enseignements de langue, c'est vrai que libérer la parole, c'est quand même une étape indispensable. Oui, du coup, tu nous as dit que que les étudiants trouvaient que c'était un bon moyen d'apprendre. Alors, pourquoi en fait? Alors, au-delà de l'intérêt des méthodes pédagogiques actives en tant que telles, qui apportent déjà de nombreux éléments de réponse, et parce que les jeux de rôle se déroulent dans un contexte fictif créé par les participants, eh bien tout ça, ça réunit certaines conditions qui nous semblent essentielles pour impliquer et motiver les étudiants. Donc, il s'agit notamment des 3 conditions qui favorisent la motivation intrinsèque, qui ont été identifiées par des chercheurs de CIRIAM, qui sont l'autonomie, le développement des compétences et les relations sociales. C'est intéressant parce que ces 3 compétences, on les retrouve finalement dans la définition du jeu de rôle. Donc, parallèlement, les émotions sont très présentes dans le jeu de rôle. Il faut savoir les gérer et s'en servir, puisqu'elles sont les moteurs de motivation et d'apprentissage essentiels. J'ai d'ailleurs retenu une petite phrase de Mathieu Tortuillot de Relais TV qui dit que le JDR est une histoire d'émotion. Donc il a présenté cette phrase dans une de ses vidéos sur le thème de la peur dans JDR, et je trouve que cette remarque est plus que pertinente dans le contexte de l'apprentissage. Alors, quels sont les savoir-être et savoir-faire qui sont mobilisés par les joueurs dans ce type de jeu? Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai en face des yeux donc les premiers résultats autour des concepts plus type soft skills, donc managériaux. Et donc, pour répondre à ta question, je suis en train de découvrir la première synthèse que mon équipe a réalisée de ça. Et c'est assez intéressant puisque déjà dans les langues, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de l'écoute active, c'est-à-dire que les jeunes s'écoutent.
mais s'écoutent vraiment. Et ça, en termes de compétences, l'écoute active, pour quel que soit le domaine, finalement, c'est particulièrement important. Euh, le fait que les jeunes soient dans un monde fictif, ça désinhibe complètement face au savoir savant la parole, et donc les jeunes parlent, n'ont pas peur de parler. Et ça, pour l'anglais, c'est particulièrement aussi important. Dans le cadre managérial, les observations ont fait ressortir tous les bons côtés et les travers du management. On a pu identifier les styles de management, directif, participatif, etc. On a pu imaginer les différences entre qu'est-ce qu'un leader, qu'est-ce qu'un manager, et donc tous les savoir-être et savoir-faire engendrés par ces différents concepts managériaux identifiés. Donc, voilà, en quelques mots très synthétiques, on se rend compte que finalement le JDR introduit des compétences disciplinaires, donc des savoirs, que ce soit du vocabulaire, mais aussi pour l'anglais, mais aussi donc des concepts théoriques pour le management, mais surtout les met en pratique. Et dans ce cas-là, on les retrouve d'une manière expérientielle. Et pour l'apprentissage, eh bien, le vivre, c'est très efficace. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment se sont déroulées ces différentes expérimentations? Oui, donc alors, on a eu des observations pendant les séances, à proprement parler, et ensuite, après les séances, il y a eu voilà, le questionnaire dont j'ai déjà parlé. Alors pour les séances en tant que telles, euh, on a fait sur l'anglais, donc il y a eu une séance de présentation du jeu de rôle et puis de quelques règles. Ensuite, une séance de jeu en tant que tel. Pour l'UT Marseille, ils ont fait un peu plus qu'une seule séance. Et puis ensuite, la dernière séance est consacrée à la rédaction de l'histoire vécue. Pour le management, eh bien, ça a été des one-shots avec des étudiants volontaires pour faire émerger les concepts managériaux. Dans tous les cas, donc, il y avait des observations et un questionnaire à la fin. Donc les tables étaient composées de 3 à 4 PJ, personnes joueurs, en plus du MJ, pour garantir une dynamique d'interaction élevée. Et puis, 2 approches ont été testées. À l'UT Aix-Marseille, c'était une liberté assez importante, puisque ce sont les joueurs qui ont décidé du jeu et du scénario à mettre en place. Pour l'IAE Gustave Eiffel, donc l'école de management de l'UPEC, tout a été imposé, donc les jeux, les scénarios, mais aussi les tables en elles-mêmes, puisqu'on a voulu respecter, par exemple, la parité au sein de chaque table. Alors cette différence, elle peut être un peu surprenante, mais elle est due tout simplement à la connaissance préalable importante du jeu de rôle par les étudiants de l'UT. C'est un UT informatique et la majorité des étudiants connaissaient le jeu de rôle, avaient déjà joué au jeu de rôle, donc ils ont pu avoir un peu plus d'autonomie sur le choix de leur pratique, contrairement à l'IAE où quasiment aucun des jeunes n'avait testé le jeu de rôle sur table. Donc on a accompagné beaucoup plus sur l'organisation des sessions. Donc ce sont les étudiants qui ont participé à cette table de jeu de rôle, et quel était le rôle du coup des enseignants? Alors, le rôle des enseignants pour donc l'anglais, c'était principalement l'observation. C'était principalement l'observation puisque nous n'avons pas voulu interrompre les discussions. Donc même si on assistait à des problèmes de vocabulaire ou à des mots français qui sortaient, voire à des néologismes qui apparaissaient, il n'y a eu aucune intervention pendant les séances. Donc c'était vraiment de l'observation et parfois quelques réponses aux règles du jeu. Ça c'était pour la partie en anglais. Pour la partie management, là c'était un peu pareil, c'était surtout de l'observation. Mais là, les étudiants n'ont pas été demandeurs, comme en anglais, comment on dit tel mot, et les règles ont été extrêmement simplifiées pour qu'on n'ait pas de rupture de dynamique à cause des règles. Donc les enseignants étaient plutôt en termes d'observation, puisque c'était vraiment de l'expérimentation de mise en œuvre, plus que de l'expérimentation avec des objectifs pédagogiques bien particuliers. Ça, ce sera la prochaine étape. Tu viens de nous parler des règles qui ont été simplifiées. Du coup, est-ce que le scénario des jeux a été modifié pour mieux correspondre à une activité d'enseignement,
Ça, c'est une question extrêmement intéressante et qui, en plus, apporte... on a des éléments de réponse suite au test. Alors, il y a eu les deux cas. Finalement, des scénarios et des règles n'ont pas du tout été utilisées, modifiées, plutôt à l'IUT. Et puis pour l'école de management, on a simplifié extrêmement les règles. Et finalement, au fur et à mesure des expérimentations, on en enlevait des règles de plus en plus. L'aspect simulationniste n'est pas du tout intéressant quand on fait 3-4 sessions. Il faut qu'il y ait de l'interaction, il faut qu'il y ait du dynamisme. Et effectivement, les règles ont été réduites quasiment à peau de chagrin pour certaines sessions. Il y avait même plus de points de vie, ça servait à rien puisque finalement on fait pas mourir les étudiants, hein, ils ne peuvent pas être sortis du jeu pendant le cours finalement. Donc les règles ont été vraiment réduites à peau de chagrin et ça marchait bien. Donc au début, on a voulu tenir les règles, on a voulu tenir les scénarios. Et puis au bout du compte, on s'est rendu compte que c'était pas cela qui était intéressant. C'était vraiment la dynamique d'interaction au sein de la table. Et donc on réduisait au maximum les règles. Donc il y a des scénarios qui ont été tenus avec les règles respectées, des scénarios qui ont été tenus avec des règles réduites, et parfois des tables où le scénario n'a pas fonctionné. Et dans ces cas-là, on avait prévu un scénario tout bête de labyrinthe, de type porte monstre trésor, et dans certaines tables où la dynamique marchait un peu moins peut-être, surtout en anglais, on est parti sur ces petits scénarios et là ça repartait, hein, puisque là c'était très simple, à droite, tout droit, à gauche, vous avez un piège, etc. Et donc on a prévu à chaque fois un scénario de secours extrêmement simple et qui a donc sa fin. Et alors du coup, il y a une question qui me vient, c'était des étudiants aussi qui faisaient le rôle de maître du jeu? Oui. Les étudiants font rôle du maître du jeu. Donc pour les langues, on s'est rendu compte que effectivement le maître du jeu doit avoir un niveau un petit peu supérieur aux autres joueurs, mais bon, on ne sait pas si on va le rendre systématiquement, mais pour le management, alors pour le coup, on essaie de trouver des jeux où il n'y a pas de maître du jeu ou avec un maître du jeu tournant. Donc pour le coup, là, dans les expérimentations, les maîtres du jeu étaient l'équipe projet. Donc on avait 3 membres de l'équipe projet, 2 qui observaient et 1 qui jouait le rôle du maître du jeu. Donc celui qui jouait le maître du jeu était aussi en quelque sorte était tout à fait un membre de l'équipe de recherche et donc n'était pas regardé en tant que tel. Voilà. Est-ce que tu as remarqué que certains jeux de rôle étaient plus adaptés pour apprendre l'anglais et d'autres jeux de rôle qui sont, quant à eux, plus adaptés pour apprendre le management? Ou est-ce que vous avez utilisé les mêmes jeux dans les 2 cas? Alors non, on n'a pas utilisé les mêmes jeux. Et là aussi, c'est une question qu'on a posée à la fin, sur le questionnaire, pour savoir quels univers intéressaient les enseignants et quels univers intéressaient les étudiants. Alors, pour les jeux en anglais, on a fait du médiéval fantastique, principalement. À l'IAE du Savet-Fel, on a utilisé Silmaroom. Et puis, pour le management, on a essayé, comme on savait moins, on a essayé un petit peu plus de types de jeux. On a essayé l'Anneau Unique, on a essayé Z-Corps, et on a essayé Pavillon Noir deuxième édition. Alors, ce qui ressort de tout ça, et par rapport au questionnaire, c'est que les univers médiévaux fantastiques et post-apocalyptiques sont les plus plébiscités par les étudiants, avec 60% et 52% de réponses. À l'inverse, les uchronies et les univers contemporains réels, comme les enquêtes policières par exemple, on récolte les résultats les plus bas, avec respectivement 22 et 25%. Et puis on a les univers futuristes de type space opéra qui arrivent troisième avec un score de 40%. Donc ça, c'est ce qu'aimeraient les étudiants, mais plus concrètement, dans l'utilisation, on s'est rendu compte que les enseignants d'anglais préfèrent que les aventures se passent dans un monde contemporain, fantastique, certes, ou post-apocalyptique, mais contemporain pour que le vocabulaire qui est utilisé serve, ou soit plus facilement transférable dans le monde réel. Pour ce qui est du management,
clairement, ce sont les jeux de survie où la pression est forte qui semblent le plus efficaces. Je dis semble parce que on va continuer, mais par exemple Z-Corps, on a vu du Z-Corps avec une flopée de zombies qui vous courent derrière. Les comportements managériaux ressortent clairement entre ceux qui veulent diriger, ceux qui veulent faire participer tout le monde, ceux qui s'énervent, etc. C'est assez flagrant. Justement, tu as commencé à nous donner quelques exemples. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de notions qui ont été enseignées et la façon dont elles ont été mises en jeu? Alors, là, je vais te décevoir dans ma réponse, parce qu'on n'a pas souhaité à ce stade intégrer des notions particulières. Alors moi, je vais quand même donner quelques éléments importants de réponse, parce que les objectifs donc, de nos premières expérimentations étaient surtout d'observer les comportements spontanés des étudiants, afin de réfléchir après sur les meilleurs scénarios à leur proposer, mais surtout sur l'ingénierie pédagogique et de formation associée. Parce que le JDR, il n'est pas neutre en termes d'impact sur la formation. Donc si nous voulons réussir son intégration et donc dépasser la simple satisfaction des étudiants et des enseignants, nous devons dorénavant lier les résultats de nos observations et de ces questionnaires au syllabus des cours. Donc ce travail débutera à la rentrée prochaine. On a d'ailleurs obtenu un financement conséquent pour poursuivre ce projet sur plusieurs années et donc ainsi proposer aux enseignants des outils scientifiques testés. Donc on va passer, maintenant qu'on a fait les observations, qu'on a récolté des points importants, on va pouvoir passer au deuxième step, qui est celui-ci, donc qui est maintenant on va intégrer des scénarios qui vont permettre de faire apparaître les concepts managériaux ou les concepts linguistiques que l'on souhaite. Mais ce n'est pas l'objectif de ces premières expérimentations. D'accord. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaitent utiliser le jeu de rôle dans leur enseignement? Eh bien, tout simplement de lire le guide que nous diffuserons librement dans quelques semaines. Parce que nous souhaitons avant tout que toute la communauté enseignante profite de notre travail. C'est de la recherche publique, ce qu'on fait. Donc, tout sera diffusé librement et gratuitement, bien entendu. Donc, on fait parce que le ticket d'entrée du JDR sur table pour la formation, il est élevé. Pas forcément financièrement, mais les règles paraissent compliquées pour les néophytes. Les conditions pédagogiques ne sont pas forcément adaptées. Il faut beaucoup de salles de cours, par exemple. Les ouvrages, ils sont souvent magnifiques, mais impressionnants par leur taille. Donc, malgré cela, il serait dommage de ne pas tenter l'aventure. Donc, le guide que l'on va proposer sera une sorte de compendium de conseils pédagogiques. Donc, il sera diffusé en PDF sur Internet, mais il intégrera également un système très simple de règles génériques applicables à n'importe quel monde des scénarios existants. On souhaite que finalement, on puisse proposer donc, des conseils pédagogiques, mais aussi un système de règles qui puisse permettre aux enseignants d'aller chercher le jeu de rôle qui leur plaît, le monde qui leur plaît, qui Vampire, qui Tiamat, ça n'a pas d'importance, et puis transposer avec notre système de règles qui s'apprend en moins d'une heure le monde qui les intéresse ou le monde qui intéresse les étudiants. Et puis, s'il y a plusieurs séances, avec ce système de règles, on peut passer d'une journée à Donjons et Dragons et ensuite passer à Z-Corps ou Plénilunion et puis toujours conserver les mêmes règles. Donc voilà, ce que je conseille, ça va être ce guide qui va être finalement la vulgarisation des résultats scientifiques. Ok, super. Tu pourras me donner le lien, comme ça je pourrai le mettre en description et les gens pourront le retrouver. On est encore en phase de rédaction. D'ailleurs, il y a Mathieu Tortullo, toujours de Rollis TV, qui est en relecture. Mais bon, il sera, à mon avis, disponible en même temps que notre présentation début mai au colloque. Ok, super. Donc, nous arrivons aux dernières questions. Alors, est-ce que tu as un jeu que tu aimerais nous recommander? Aucun en particulier, parce que si je reste dans la logique des JDR en ludopédagogie, la production ludique est telle que tout le monde peut trouver l'univers qui lui plaît, et j'aurais tendance à dire que même pour moi, ce qui me plaît, c'est de les tester, d'en tester un maximum pour savoir quel est celui qui va proposer, par exemple, une mécanique où le collectif va être engageant. Donc, si j'avais des jeux à dire, c'est pour le management, voilà, c'est quel jeu va me permettre, moi, de faire en sorte que l'équipe va vivre une belle aventure
et surtout qu'on va pouvoir en retirer ensuite, lors de la remédiation du débriefing, eh bien, des débats intéressants sur le management. Et c'est vrai que Z-Corps, pour ça, ou finalement tous les jeux un petit peu de survie autour de cet univers-là, me paraissent particulièrement intéressants. Si on souhaite en savoir un peu plus sur toi ou ton travail, où peut-on s'informer? Alors, toutes les informations du projet et du team passent par la page Facebook et le compte Twitter du GameX Lab. Donc, le GameX Lab, c'est un Fab Lab qu'on a monté en 2015 avec une bibliothèque énorme et qui nous sert à la réalisation concrète de nos expérimentations et à la modification des jeux pour les adapter aux enseignements. Sinon, personnellement, je suis sur LinkedIn. D'accord. Merci beaucoup, Philippe Lépinard. Écoute, merci beaucoup à toi, Mathieu, pour cette interview et bravo pour tout ce que tu fais, c'est passionnant. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.